Alors, j'ai toujours su comment j'avais été conçu. C'est-à-dire que on est 3 enfants issus de 3 donneurs différents et quand on était dans le ventre de notre mère, notre mère parlait à son ventre arrondi en nous expliquant avec des mots, très simples et très bienveillants, que la graine de notre papa fonctionnait pas et qu'ils ont dû recourir à la graine d'un monsieur généreux et c'est ça qui fait qu'on a été très désirés, très attendus. Parce que l'idée pour elle, c'était qu'il était impossible de fonder une famille, sans qu'il y ait la confiance. Mes parents ne parlaient pas du donneur, je trouvais ça assez bizarre. Et quand ils invitaient des amis prendre l'apéritif, je me disais tiens, il y aura peut-être mon donneur parmi eux. Et, si vous voulez, c'était tellement intégré à mon histoire que je m'attendais à ce qu'on me le présente un jour. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en fait il y avait l'anonymat et que mes parents ne pouvaient pas m'en dire plus. Et donc, quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit à mes parents, j'ai attendu suffisamment longtemps. Je ne sais pas si vous avez estimé que j'étais trop jeune avant, mais maintenant, je vous le dis, je suis majeur et vacciné, je suis prêt à connaître l'identité de mon donneur. Et c'est là que j'ai découvert que mes parents n'avaient strictement rien à me donner comme information. Et j'ai trouvé que c'était très infantilisant pour mes parents, que je croyais plus fort que ça. Et donc mon combat a démarré pour que mes parents puissent se réapproprier des outils à donner à leurs enfants. Donc moi, j'ai fait une spécialité en droit de la bioéthique à l'âge de 23 ans. Je me suis passionnée pour toutes les questions de procréation médicalement assistée avec tire-donneur. Et 6 ans plus tard, j'ai découvert que j'étais moi aussi issue d'une procréation médicalement assistée avec tire-donneur, ce que mes parents m'avaient caché jusqu'à mes 29 ans. Sur le coup, je leur en ai voulu beaucoup, parce que j'ai pas compris pourquoi nous révéler ce secret si tardivement. Et puis j'ai compris qu'à l'époque, dans les années 70, quand on a créé les premières banques de sperme, c'est ce que les médecins conseillaient aux parents pour que les enfants ne se sentent pas différents, de ne jamais leur révéler leur mode de conception. Et qu'en fait, tout était conçu pour maintenir ce secret. Et donc, j'ai mené l'enquête et c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, qu'au sein de la banque de sperme où j'ai été conçue à l'hôpital Necker, les donneurs étaient rémunérés 100 francs à chaque don, ce qui équivaut aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat à environ 80 € à chaque don. Qu'il n'y avait pas de limite au nombre de dons qu'on pouvait faire et donc au nombre d'enfants qu'on pouvait concevoir avec un même donneur. Et qu'il y avait même des professionnels du don qui en avaient fait une activité lucrative. Et là, j'ai commencé à avoir le vertige et à me demander combien j'avais de demi-frères et sœurs dans la nature. Et la première question qui m'est venue, c'est, puisque j'ai un frère, est-ce que lui et moi avons été conçus avec le même donneur? Et donc, j'ai posé cette question à la banque de sperme où j'ai été conçue et ils m'ont répondu, on ne peut pas vous dire. Le don est anonyme. Pourtant, je leur ai dit, mais que ça n'était pas une donnée identifiante qui permettait d'identifier le donneur. Et ils m'ont dit, mais c'est comme ça, le principe d'anonymat à la française, tel qu'il a été voté en 1994, il inclut tout type de données, qu'elles soient identifiantes ou non identifiantes. Donc ça, vous ne pouvez pas le savoir.